Wangan, un livreur, fonce à travers la ville sur sa moto rouge. Son téléphone vibre et il répond. Une femme inconnue lui dit qu'elle est enceinte de lui et qu'ils doivent parler. Occupé avec ses livraisons, Wangan pense que c'est une arnaque, dit qu'il n'a pas le temps et raccroche, agacé. Puis il redémarre en trombe, se faufilant dans la circulation. Wangan arrive au centre de livraison 20 où ses collègues potinent dehors. Une cigarette à la bouche, il demande à un collègue plus corpulent ce qu'il marmonne. Le collègue explique que la fille de la prestigieuse famille Sioux va épouser le fils de l'homme le plus riche de la ville, un sujet qui n'intéresse pas Wangan. Le collègue montre ensuite une photo sur son téléphone de la belle-fille de la famille Sioux, se plaignant que c'est du gâchis qu'une fille parfaite épouse le fils de l'homme riche, qu'il qualifie de sac à merde moche et inutile. Alors que Wangan jette un coup d'œil à la photo, il est choqué de constater que la femme lui semble familière. Son collègue reprend le téléphone et la mémoire de Wangan s'éclaircit. Son collègue lui demande s'il trouve aussi dommage qu'une bonne fille soit gâchée avec quelqu'un d'aussi horrible, mais Wangan la reconnaît comme une fille ivre qui avait essayé de le séduire. Une soudaine prise de conscience le frappe. C'est elle qui l'a appelé il y a quelques instants. Il se demande si l'appel n'était pas une arnaque après tout. La scène revient un mois en arrière. La fille de la famille Sioux titube dans le couloir d'un hôtel, étourdie. Elle soupçonne un homme nommé Chinao d'avoir mis quelque chose dans sa boisson. Elle se dirige vers ce qu'elle pense être sa chambre, la 809, mais dans son état second, elle se trompe de numéro. Elle trouve une porte légèrement entrouverte et se demande si elle a oublié de la fermer avant d'entrer. À l'intérieur de cette pièce, Wangan est assis sur son lit, abattu et buvant beaucoup. Il repense au fait qu'on lui a dit que son aura était trop intense pour une opportunité et se résigne à son travail de livreur. Alors qu'il est assis sur son lit, ivre et abattu, la jeune femme, Sukui, trébuche dans sa chambre et s'effondre sur son lit. Hébétée et fiévreuse, elle lève les yeux vers lui et lui demande qui il est et s'il peut l'aider, se plaignant que sa tête tourne et qu'elle a très chaud. Ivre lui-même, Wangan est captivé par elle, pensant à quel point elle est magnifique. Alors qu'elle se rapproche et le supplie de l'aider, il est troublé, se demandant s'il rêve. Il serre les poings, une bouteille de liqueur renversée à côté de lui, submergé par cette situation intense. Revenant au présent, Wangan est perdu dans ce souvenir, fixant la photo de Sukui sur le téléphone de son collègue. Son collègue, Fadi, le voit dans les vapes et l'appelle par son nom. Fadi commence à se moquer de lui, rappelant à tout le monde comment Anne invente toujours des histoires, comme coucher avec une star de cinéma international. Il lui demande sarcastiquement si Anne va maintenant prétendre qu'il a branché avec l'héritière de la famille Sioux. Les autres collègues se joignent à la danse, riant et rappelant ses autres histoires à dormir debout, comme être un trafiquant d'armes international ou le chef de file d'une famille d'élite de Pékin. Wangan reste calme. Il allume une cigarette et leur dit qu'ils ne comprennent pas, déclarant de manière énigmatique que ce qu'il fait, c'est se cacher à la vue de tous. Alors qu'un des gars rejette ces affirmations, leurs plaisanteries sont interrompues. Une élégante voiture de sport de luxe rouge s'arrête devant le centre de livraison, choquant tous les conducteurs. La porte côté conducteur s'ouvre et une jambe fine et un talon en sortent. La femme qui émerge est Sukui, qui a l'air posée et élégante. Les collègues de Wangan sont hypnotisés, leurs yeux se transformant en cœur alors qu'ils la dévisagent, la qualifiant de bombe atomique. Alors qu'elle s'approche d'eux, un gars la reconnaît sur la photo. Ils réalisent avec choc que l'héritière de la famille So se tient devant eux et ne peuvent pas comprendre pourquoi elle serait dans leur humble centre de livraison. Suji s'approche de Wangan, qui s'étire nonchalamment, et lui demande pourquoi il ne répond pas à ses appels. Ses collègues, qui se moquaient de lui, sont complètement abasourdis. Ils n'arrivent pas à croire que Wangan connaisse réellement la célèbre héritière de la famille Sioux. Wangan joue la carte du cool, faisant semblant de ne pas avoir vu d'appel manqué et lui demande calmement ce qui se passe. Allant droit au but, Sukui le regarde dans les yeux et déclare qu'elle est enceinte et que le bébé est de lui. Cette révélation choque ses collègues. Ils crient d'incrédulité, incapables de comprendre que cette femme riche et magnifique porte l'enfant de leur ami. L'un d'eux jure qu'il ne dira plus jamais que Anne raconte des cras. Wangan lui-même est déconcerté, se frottant les yeux comme dans un état second, et demande si elle est sûre. Suki, avec une expression ferme, lui dit de l'accompagner à l'hôpital pour le prouver. Alors qu'elle attend près de sa voiture, ses collègues l'exhortent frénétiquement à l'accompagner. Un Wangan stressé décide d'y aller et demande à un copain de le remplacer. Les deux partent alors en trombe dans sa voiture rouge, laissant l'équipe stupéfaite derrière eux. À l'intérieur de la voiture, la tension est palpable. Wangan demande si le bébé est vraiment de lui. Sukui répond sèchement, demandant pourquoi elle mentirait sur une chose aussi grave. L'air résolu, Wangan lui dit que si le bébé est de lui, il assumera l'entière responsabilité pour eux deux. Suchi lui lance un regard sceptique et se moque de sa promesse, se demandant comment il assumera ses responsabilités avec ses revenus de livreur. Sans se soucier, Wangan se penche en arrière et déclare avec confiance qu'il n'y a rien de mal à gagner sa vie honnêtement et que les faire vivre ne sera pas un problème. Sukui lui rappelle son statut de membre de la puissante famille Sioux à Jiangning. Wangan balaie simplement cela en disant que ces conneries de statut sont la chose la plus stupide qui soit. Agacé par son attitude nonchalante, Sukui écrase son pied sur l'accélérateur, ce qui provoque une violente secousse de la voiture et projette Wangan vers l'avant. Il lui crie dessus,
l'accusant de l'avoir fait exprès et lui demandant ce qu'il y a de si spécial avec la famille So. Le trajet tendu se termine lorsqu'il s'arrête devant un grand hôpital. Sukui se gare et lui dit calmement qu'ils sont arrivés. Alors qu'ils sortent de la voiture, Sukui prévient Wangan de ne pas utiliser le mot responsabilité aussi facilement. Elle lui rappelle les graves conséquences auxquelles il serait confronté si sa famille découvrait qu'un livreur l'avait mise enceinte. Cela met Wangan en colère, qui déclare avec passion que ce n'est pas une blague pour lui. Si le bébé est de lui, il assumera absolument ses responsabilités. Ignorant son explosion, Sukui lui dit d'entrer. Il marche dans le couloir d'un hôpital. Sukui le conduit vers une porte portant la mention salle d'opération, et Wangan s'arrête, choqué, demandant pourquoi ils vont là-bas. Sukui se retourne vers lui avec une expression déterminée et déclare qu'elle va entrer, le laissant réaliser sa véritable intention d'interrompre la grossesse. Paniqué, il lui saisit le bras pour l'arrêter. Il la supplie, reconnaissant qu'elle pense probablement qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins et à ceux d'un enfant, mais insiste sur le fait que l'argent n'est pas un problème et qu'il trouvera un moyen. À ce moment-là, une infirmière s'approche, informant Sukui qu'il est temps pour son intervention. Sukui regarde Wangan avec un léger sourire illisible, est d'accord avec l'infirmière et retire son bras. Elle entre dans la salle d'opération, laissant Wangan l'appeler en désespoir de cause. Il se tient devant la porte fermée, se sentant impuissant et frustré, pensant qu'il ne peut rien faire pour arrêter cette femme déterminée. Dans la salle d'opération, Suki est allongée sur la table en chemise de patient. Un chirurgien lui demande si elle est prête. Alors qu'un autre chirurgien prépare une seringue, lui disant de se détendre, elle ferme les yeux. Mais à la dernière seconde, juste avant que la procédure ne commence, elle lève la main et leur dit d'attendre. Pendant ce temps, Wangan est assis, affalé dans la salle d'attente. Il s'est résigné à la situation, pensant que si elle est déterminée à ne pas avoir le bébé, il ne peut pas l'en empêcher. Soudain, la porte de la salle d'opération s'ouvre et Sukui sort, inchangé. Wangan est abasourdi. Il se lève d'un bond, déconcerté, et demande comment elle peut déjà être sortie, se demandant si les opérations sont si rapides de nos jours. Suki, apparemment imperturbable, dit à Wangan, déconcerté, qu'elle est fatiguée et lui demande de la ramener chez elle. Wangan accepte avec assurance, mettant un bras autour d'elle et se vantant qu'il pourrait même piloter un avion de chasse. Il prend le volant de sa voiture de sport rouge et s'éloigne de l'hôpital en direction d'un quartier aisé appelé Longhon. Pendant le trajet, pendant que Sukui se repose, Wangan reçoit un appel. La personne à l'autre bout du fil l'informe d'un événement d'enchère ce soir à la tour Jianji, auquel le vieil homme veut qu'il assiste. L'appelant mentionne également que Ling Xing-Yun, un président de chambre, est de leur côté. Wangan accuse calmement réception de ses instructions, laissant entrevoir un côté mystérieux et puissant de sa vie inconnue de Sukui. Ils arrivent bientôt à une grande maison dans le domaine de la famille Su. Wangan annonce leur arrivée, réveillant Sukui. Elle sort de la voiture et lui dit de partir avant que sa famille ne le voie. Remarquant qu'elle a l'air pâle, Wangan propose de la raccompagner jusqu'à la porte, mais elle rejette froidement son inquiétude, lui disant de ne pas se mêler de ses affaires. Cependant, alors qu'elle se détourne, son talon se coince dans une fissure, ce qui lui fait perdre l'équilibre et crier en tombant. Avec une rapidité stupéfiante, Wangan se jette en avant et l'attrape juste avant qu'elle ne touche le sol. Alors qu'il l'aide à se relever, il la réprimande pour son manque d'assurance. Agacé, Sukui lui demande de se répéter, et il en rajoute, la traitant de maladroite invraisemblable. Dans un éclair de colère, elle lui pince le côté de toutes ses forces, ce qui le fait crier de douleur. L'effort soudain a des conséquences sur elle, et elle grimace. Voyant son malaise, Wangan la surprend en la soulevant dans ses bras. Il la porte à l'intérieur de la somptueuse maison et la dépose doucement sur un canapé. Ouvrant une trousse de premier secours, il commence à soigner son pied nu, qu'elle a tordu dans la chute. Elle proteste, lui disant de partir, mais il lui dit fermement d'arrêter de bouger. Au moment où il lui enveloppe la cheville, ils sont interrompus par deux femmes qui sont entrées dans la pièce. Les nouvelles venues sont Yang Huimin, la mère de Sukui, et Lin Shuifu, sa meilleure amie. La mère de Sukui regarde la scène avec stupéfaction et exige de savoir ce que fait sa fille. Wangan et Sukui ont expliqué simultanément qu'elle s'était tordu la cheville. Puis, regardant sa mère stupéfaite, Sukui annonce calmement que son petit ami l'aidait juste à appliquer un médicament. Wangan est complètement pris au dépourvu. Sa mère, Yang Huimin, est encore plus choquée, pointant un doigt tremblant sur Wangan en uniforme et criant avec incrédulité, demandant si cet homme est vraiment son petit ami. Abasourdi par l'annonce de sa fille, Yang Huimin exige furieusement de savoir ce qui se passe et qui est ce livreur. Après un moment de silence, Sukui revient sur ses pas, disant à sa mère avec un sourire forcé qu'elle plaisantait. Elle explique qu'elle s'est tordu la cheville et que l'homme l'a simplement aidé à entrer. Sa mère, bouleversée mais soulagée, dit à Sukui qu'elle lui a fait peur, lui rappelant qu'elle est sur le point de se marier dans la prestigieuse famille Chin et qu'elle ne peut se permettre aucune erreur. Wangan, qui est resté silencieux, est offensé par le mépris évident de la mère et demande ce qu'il y a de mal à être livreur. Yang Huimin ricane, criant qu'il est un personne de basse classe qui essaie de sortir avec quelqu'un au-dessus de son rang et qu'il devrait continuer à rêver.
Son insulte touche un point sensible et une expression furieuse traverse le visage de Wang An. Avant que la situation ne s'aggrave, Sukui intervient. Elle dit calmement à Wang An qu'il peut partir maintenant et le remercie pour son aide. Il donne un petit signe de tête et se tourne pour partir. Alors qu'il s'éloigne, la meilleure amie de Sukui, Lin Shuifu, le regarde avec une expression pensive. Après son départ, Yang Huimin dit à Lin Shuifu d'aider Sukui à se rendre dans sa chambre. Avec dégoût, elle ordonne à quelqu'un d'essuyer le sol où se tenait le livreur sale. Plus tard, dans sa chambre, Lin Shuifu aide Sukui à s'asseoir sur son lit et l'interroge immédiatement sur sa véritable relation avec cet homme. Sukui prétend d'abord qu'il n'y a rien entre eux, mais Lin Shuifu ne se laisse pas berner, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas être dupée car la façon dont Sukui le regardait n'était clairement pas rien. Acculée par l'intuition de son ami, Sukui avoue la vérité. Elle est enceinte de son enfant. Lin Shuifu est totalement abasourdi, criant avec incrédulité qu'elle est enceinte. Elle remet en question le jugement de Sukui, lui demandant pourquoi, de toutes les personnes, il fallait que ce soit un livreur. Sukui explique qu'elle a trop bu ce jour-là et rejette cela comme un coup de chance. Lin Shuifu insiste, demandant ce que Sukui a l'intention de faire, lui rappelant qu'elle ne peut pas cacher la grossesse éternellement à la puissante famille Qin. Au grand choc de son ami, Sukui déclare fermement qu'elle a décidé de garder le bébé. Lin Shuifu pense que son ami a perdu la tête. Sukui essaie de la rassurer, expliquant qu'elle a parlé avec l'homme, Wang An, et qu'il a promis d'assumer l'entière responsabilité. Mais Lin Shuifu n'est pas convaincue. Elle crie à Sukui de se réveiller, lui rappelant qu'elle est la fille de la famille Su. Elle rejette Wang An comme un livreur indigne d'elle et met en garde contre de graves conséquences si la famille Qin le découvre. Fatiguée de la leçon, Sukui lève la main pour l'arrêter, disant qu'elle trouvera une solution. Elle change de sujet, demandant pourquoi Lin Shuifu est de retour en ville. Lin Shuifu explique que son grand-père est venu à Jiangning pour rencontrer un grand ponte important et assister à un événement d'enchères ce soir, alors elle l'a accompagné. Le haut indifférent de Sukui agace son ami. Soudain, l'expression de Lin Shuifu change, et elle annonce qu'elle a une idée brillante. Se penchant en avant, elle murmure un plan sinistre à Sukui. Si son secret est révélé, elle devrait simplement prétendre que le livreur l'a violée. Sukui répond avec dégoût, faisant remarquer à quel point cette idée est horrible. Pendant ce temps, Wang An a quitté le domaine des Xiu et se promène dans le quartier exclusif des villas. Il sort son téléphone, murmurant qu'il n'y a pas de taxi dans ce quartier. Juste à ce moment-là, une voiture noire élégante s'arrête à côté de lui. Wang An regarde un homme en costume élégant sortir. L'homme plus âgé aux cheveux argentés s'approche de Wang An et le salue respectueusement en tant que jeune maître. Il se présente comme Lin Xingyun, président de la chambre de commerce de Zulong, et explique qu'il est là pour l'escorter à l'événement d'enchères. Wang An, rassemblant les pièces, se souvient de la conversation et confirme que son grand-père lui avait parlé de l'arrangement, révélant un lien caché avec un pouvoir immense qui contraste avec sa vie de livreur. Acceptant l'offre, Wang An dit à Lin Xingyun qu'avant les enchères, il a besoin d'une douche et de vêtements de rechange. Lin Xingyun acquiesce respectueusement, promettant de tout organiser en ouvrant la portière de la voiture à son jeune maître. Ils partent dans une luxueuse limousine noire. La scène se déplace vers l'événement d'enchères animé dans une grande salle de bal remplie d'invités fortunés. Wang An arrive, maintenant transformé. Il a troqué sa veste de livreur contre un costume sur mesure impeccable, paraissant puissant et confiant alors qu'il observe la foule. Alors qu'il se tient près d'une fenêtre, son attention est attirée par un visage familier. C'est Lin Shuifu, la meilleure amie de Sukui, dans une magnifique robe de soirée blanche. Elle s'approche de lui avec dédain et demande ce que fait le livreur à un événement aussi exclusif. Avant qu'il ne puisse répondre, elle tire une conclusion, demandant accusatrice s'il travaille à temps partiel. Avant que Wang An ne puisse la corriger, elle attrape son bras et l'éloigne de force, disant qu'elle a besoin de parler. Dans un endroit plus isolé, elle le confronte, déclarant que Sukui est sa meilleure amie et qu'elle est enceinte à cause de lui. Elle l'avertit férocement que s'il n'assume pas l'entière responsabilité à la naissance du bébé, elle lui fera regretter. Wang An est complètement choqué par cela. Il lui dit qu'il pensait que Sukui s'était débarrassé du bébé à l'hôpital. Lin Shuifu l'informe furieusement qu'il a tort et que Sukui a décidé de le garder. Cette nouvelle information stupéfie Wang An, qui s'exclame son nom avec incrédulité. Il réalise qu'elle n'a pas dû subir l'opération. Lin Weifu, voyant son hésitation comme un signe qu'il pourrait se soustraire à son devoir, répète sa menace, avertissant que s'il essaie de s'en aller, il le regrettera. Pour souligner son propos, elle écrase violemment son talon aiguille sur sa chaussure, le faisant crier de douleur alors qu'elle se détourne avec une satisfaction sinistre. Juste au moment où Lin Shuifu part, la voix d'un annonceur retentit dans la salle de bal, informant les invités que l'enchère est sur le point de commencer. Toujours en train de comprendre que Sukui a gardé le bébé, Wang An est rempli d'une nouvelle urgence. Il n'arrive pas à y croire et décide de terminer rapidement ses affaires pour pouvoir aller la retrouver. À ce moment-là, une femme en tailleur s'approche et le salue respectueusement en tant que jeune maître. Elle se présente comme Liu Yue, sa nouvelle assistante, affectée par le président Lin Qingjian. La reconnaissant, Wang An déclare qu'il est temps d'y aller. Les deux se dirigent vers la zone principale de l'événement avec une présence puissante.
Alors qu'ils trouvent leur place, un homme corpulent, vêtu de manière extravagante, se ferait un chemin vers l'avant. Il annonce avec suffisance aux participants que l'offre principale du jour, le nouveau projet de district, est revendiqué par la famille Qin. Se tortillant la moustache, il avertit tout le monde de leur montrer du respect ou d'en subir les conséquences. Cet homme arrogant est Qin Lei, le jeune maître aîné de la famille Qin. Wang Gan demande à son assistante qui est cet homme. Liu Yue explique qu'il est de la famille Qin, l'une des familles les plus riches de Jiangning et leur plus grand rival pour le projet. Avec un air dédaigneux, Wang Gan se demande si un type comme celui-là pourrait rivaliser avec lui. Liu Yue explique que les Qin prévoient de remporter le projet, puis d'utiliser leur alliance matrimoniale avec la famille Su pour les aider à sortir de quelques problèmes. La mention de la famille So fait tout comprendre à Wang Gan. Il se souvient de ses collègues qui râlent sur le fait que mademoiselle So est mariée à un riche type minable. Il réalise que cet homme arrogant, Shin, est le fiancé que So Chi est censé épouser. Avec un regard sombre, il voit maintenant l'ensemble du tableau reliant les fiançailles de Sukui, les problèmes de sa famille et cette guerre d'enchères. Le commissaire-priseur présente l'article principal, le lot 053 dans le nouveau district. Sans hésitation, Qin lève sa palette et ouvre avec une offre de 5 milliards. La foule éclate en murmures choqués, réalisant que la famille Qin est bien décidée à gagner. Ils murmurent qu'avec le mariage Qin Su à venir, personne n'oserait les défier. Juste au moment où la vente aux enchères semble décidée, Wang Gan lève calmement sa palette d'enchères et contre avec 6 milliards. La pièce est plongée dans un silence stupéfait puis éclate en bavardage frénétique. Les invités se demandent qui est cet homme audacieux, supposant qu'il ne doit pas être un local pour oser s'opposer à la famille Qin. Ils croient que le projet était une chose sûre pour les Qin, et ils ne laisseront pas cela se produire. De l'autre côté de la pièce, l'expression suffisante de Shin Lei disparaît, remplacée par une pure rage. Il serre le poing si fort que ses jointures deviennent blanches. Il regarde furieusement Wang Gan et crie à travers la pièce, exigeant de savoir qui diable il est et l'accusant de chercher les ennuis. La confrontation a commencé. Face à l'éclat de Shin, Wang Gan reste calme. Il souligne calmement qu'ils sont à une vente aux enchères où le plus offrant gagne et demande s'il y a un problème. Shin, le visage déformé par la rage, rétorque, demandant si Wang Gan ne l'a pas entendu dire que la famille Qin voulait ce projet. Avec une confiance suprême, Wang Gan répond qu'il a parfaitement bien entendu, mais se demande ce que cela a à voir avec lui. Les invités environnants sont choqués, murmurant sur qui est cet homme mystérieux qui oserait défier la puissante famille Qin. Pour ne pas être en reste, un Qin Lei enragé lève sa palette et crie une offre de 700 millions. Sans perdre une seconde, Wang Gan contre avec 800 millions. La guerre d'enchères continue et la tension s'épaissit. Qin Lei se précipite vers Wang Gan avec son entourage, se mettant devant lui et criant que dans la ville de Jiangming, la famille Qin est la loi. Il fait une dernière offre désespérée de 900 millions, osant Wang Gan à continuer d'enchérir s'il a un souhait de mort. Wang Gan se contente de rire, un tableau de calme amusement, et annonce avec désinvolture une offre de 1 milliard. Ayant été complètement et publiquement humilié, Shin craque finalement. Il crie que Wang Gan le cherche et menace de le découper alors qu'il lance un coup de poing sauvage au visage de Wang Gan. Mais Wang Gan est incroyablement rapide. Il esquive facilement l'attaque maladroitée, d'un seul mouvement, donne un puissant coup de poing au visage de Shin. Alors que Shin l'est envoyé voler, criant de douleur, Wang Gan demande avec mépris s'il pensait pouvoir l'affronter seul. Alors que Shin Lei gît étourdi, ses deux gardes du corps se lèvent d'un bond et chargent sur Wang Gan. Le combat qui s'ensuit est brutalement efficace. Wang Gan se déplace avec une vitesse incroyable, les expédiant sans effort avec des coups de pied et des frappes puissants, les laissant vaincus sur le sol de la salle de bal. Qin Lei se relève difficilement, tenant son visage meurtri avec incrédulité. Il crie à Wang Gan, l'accusant d'avoir un souhait de mort pour avoir osé porter la main sur lui. Wang Gan, avec un sourire froid, rétorque que c'est lui qui frappe maintenant. Il lance une autre attaque, envoyant l'un des hommes de Shin Lei voler dans les airs avec un coup de pied puissant. Le garde du corps s'écrase avec un bruit sourd directement au-dessus de son patron, les assommant tous les deux dans un tas indigne. Le combat terminé en quelques secondes, Wang Gan se tient calmement au milieu du chaos. Il se tourne vers la pièce stupéfaite et demande avec désinvolture au commissaire-priseur terrifié si quelqu'un d'autre va enchérir. Le commissaire-priseur, balbutiant, répond rapidement qu'il n'y a pas d'autres enchérisseurs. Ayant remporté la vente aux enchères, les affaires de Wang Gan sont terminées. Il se tourne vers son assistante, Liu Yue, et lui demande de signer les documents et de transférer les fonds. Expliquant qu'il a des affaires urgentes, il fait un dernier signe de la main et sort avec assurance de la salle de bal, laissant tout le monde assimiler la démonstration de puissance choquante dont ils viennent d'être témoins. L'histoire se déplace dans une pièce opulente où Lin Shuifu se tient devant son grand-père, qui est le même Lin Shinjuan qui sert Wang Gan. Elle demande pourquoi il l'a appelé ici en urgence, ce qui lui a fait manquer la vente aux enchères. Son grand-père lui conseille d'être prudent une fois que leur invité arrivera, admettant qu'il n'a toujours pas compris le tempérament de cette personne. Lin Shuifu ricane, se demandant quel grand ponte pourrait pousser son puissant grand-père à agir avec autant de prudence. À ce moment-là, un aide entre et informe le président que la vente aux enchères est terminée. Lin Xingyun demande si la famille Qin a gagné,
mais l'aide signale que quelqu'un d'autre a été le vainqueur. Lin Shuifu est stupéfaite, s'exclamant que c'est impossible. Elle n'arrive pas à croire que le projet ait échappé aux mains de la famille Qin et se demande qui pourrait être assez audacieux pour l'arracher. Son grand-père l'informe calmement que la personne qu'ils attendent est arrivée. Regardant son téléphone, probablement une mise à jour des nouvelles, Lin Shuifu remarque que cette personne est bien trop arrogante. Décidant que cette nouvelle est trop importante pour attendre, elle dit à son grand-père qu'elle sort pour appeler son ami Nanan, Suki. Alors qu'elle marche dans un couloir, elle est absorbée dans ses pensées et son appel téléphonique. Elle pense à la façon dont l'échec de la famille Qin compromet leur coopération prévue avec la famille So. Déterminée à livrer cette nouvelle à sa meilleure amie, elle ne fait pas attention à où elle va. Elle entre directement en collision avec Wang Han, qui se dirige dans la direction opposée. La collision est choquante, et elle laisse échapper un petit cri en heurtant sa poitrine. Furieuse, elle lève les yeux et est choquée de voir son visage. Elle lui crie dessus, exigeant de savoir pourquoi c'est encore lui et réprimandant le livreur de nourriture puant pour ne pas regarder où il va. Cependant, son appel urgent prend le dessus. Elle tourne rapidement le dos au silencieux Wang Han et continue de marcher, parlant dans son téléphone pour dire à Sukui ses nouvelles importantes. Wang Han la regarde simplement partir avec une expression calme et illisible. Après le départ de Lin Shuifu, Wang Han entre pour rencontrer Lin Shinjian. L'homme plus âgé le salue respectueusement. Wang Han confirme que ses affaires à la vente aux enchères sont terminées, puis demande nonchalamment des nouvelles de la femme qu'il vient de croiser. Lin Shinjian la présente comme sa petite fille, Lin Shuifu, mentionnant de manière appuyée qu'elle n'est pas mariée. Il la loue, disant qu'elle admire beaucoup Wang Han et qu'elle a toujours voulu le rencontrer. Cette tentative de mariage amuse Wang Han, qui la rejette avec un « laissez-moi tranquille », las. Changeant de sujet, Wang Han s'assoit et demande à Lin Xingyun s'il connaît Sukui. Lin Xingyun explique qu'elle est la jeune femme de la famille Su, le talent le plus remarquable de sa génération, mais qu'elle a été tenue à l'écart des projecteurs parce que la famille préfère les fils aux filles. Il confirme que la famille Qin avait l'intention d'une alliance matrimoniale avec la famille Su après avoir remporté le projet. Mais parce que Wang Han est intervenu, ce plan est maintenant retardé. Curieux, Wang Han cherche plus de détails personnels, demandant des nouvelles de la vie quotidienne et de l'histoire romantique de Sukui. Lin Xingyun informe que la famille Su a une éducation très stricte et que Sukui a une personnalité têtue. Il déclare qu'elle ne s'implique pas facilement avec les gens, et pour autant qu'il sache, elle n'a jamais eu de petite amie. Cette nouvelle information apporte un sourire sournois et entendu au visage de Wang Han. À ce moment-là, son téléphone sonne. L'identification de l'appelant affiche le nom de Sushi, et il répond avec douceur, lui disant qu'il pensait justement à elle. À l'autre bout du fil, Sushi demande s'il a le temps et dit qu'elle aimerait le voir. Wang Han accepte immédiatement et demande son emplacement. Ses affaires urgentes maintenant claires, Wang Han se lève pour partir. Il dit à Lin Xingyun qu'il part et qu'il peut faire son rapport au vieil homme. Alors que Wang Han sort, Lin Xingyun fait une dernière tentative pour promouvoir sa petite fille, mentionnant qu'elle est diplômée de la Royal Academy de Londres, tout comme Wang Han. Désintéressé, Wang Han le congédie, disant qu'ils peuvent en parler la prochaine fois. La scène se déplace vers un parc surplombant la ville où Suji est assise seule sur un banc, l'air pensif. Un instant plus tard, Wang Han arrive sur sa moto rouge, maintenant de retour dans son costume élégant. Il s'approche et prend place à côté d'elle. Mettant un bras autour d'elle, il va droit au but. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'enfant et qu'il les soutiendra tous les deux. Il fait ensuite une offre définitive, lui disant que si elle veut se marier, ils peuvent aller s'enregistrer quand elle le souhaite, solidifiant sa promesse de responsabilité. Malgré sa promesse confiante, Sukui reste sceptique. Avec un sourire ironique, elle remet en question sa capacité à se permettre un tel engagement. Impassible, Wang Han regarde au loin et demande ce qu'il ne pourrait pas se permettre. Pour étayer son propos, Sukui lève son poignet, lui montrant sa montre coûteuse et lui demandant s'il en connaît le prix. Avec une expertise surprenante, Wang Han identifie correctement la montre comme étant une Pasha de Cartier, un modèle en or rose 18 carats de 42 mm, et indique correctement son prix de 352 000. Suki est visiblement choquée par sa connaissance détaillée. Elle insiste, lui demandant combien il gagne par an en tant que livreur et combien d'années il devrait travailler juste pour se permettre cet article. Wang Han la rassure de ne pas s'inquiéter pour l'argent et l'encourage à avoir le bébé. Il déclare avec confiance qu'il ne la laissera certainement pas, ni l'enfant, manquer de choses matérielles, se vantant même que subvenir à leurs besoins ne serait pas un problème. Suki, levant les yeux au ciel devant sa grande déclaration, demande sèchement si ça le tuerait de ne pas se vanter. Leur conversation est interrompue lorsque le téléphone de Suki sonne. Elle répond, et la voix frénétique de sa mère se fait entendre à l'autre bout du fil. Sa mère exige qu'elle rentre vite à la maison, l'informant que Shinao est à la maison, attendant de discuter du mariage. Sukui reconnaît tranquillement la convocation. Se tournant vers Wang Han, elle lui demande de la ramener à la maison. Avec un sourire charmant, il lui dit que ce serait un plaisir. Il l'aide à monter sur sa moto, et il s'éloigne à toute vitesse. Pendant le trajet, Sochi se penche contre le dos de Wang Han, un léger sourire paisible sur son visage alors qu'elle ferme les yeux, apparemment satisfaite. Ils arrivent bientôt au domaine de la famille Su.
Wangan la conduit jusqu'à la porte d'entrée, et alors qu'ils entrent, Sukui annonce à sa mère qu'elle est à la maison. Sa mère, Yang Huimin, apparaît immédiatement agacée. Elle gronde sa fille pour être partie si longtemps, lui disant que Chinao attend. À l'arrière-plan, un homme corpulent en costume est assis sur le canapé. Sukui déclare simplement qu'elle est allée se promener. Sa mère remarque ensuite Wangan derrière elle et demande avec désapprobation pourquoi elle a ramené quelqu'un, lui rappelant que son jour de mariage avec Chinao approche. L'homme sur le canapé se lève et salue Sukui, confirmant qu'il est venu discuter des affaires de mariage. Il fait un sourire suave et se présente comme Chinao, le deuxième jeune maître de la famille Qin. Face à son fiancé, Chinao, Sukui essaie de mettre leur mariage en suspens. Elle lui dit que puisque la famille Qin a perdu l'offre du projet du nouveau district, la coopération prévue de leur famille n'est pas finalisée, et par conséquent, leur mariage devrait également être retardé. Chinao, cependant, rejette l'offre perdue comme une petite affaire. Avec un sourire sinistre, il insiste pour qu'ils se marient d'abord, et que tout le reste peut être négocié par la suite. Ses pensées révèlent ses véritables intentions. Il prévoit de la mettre au lit d'abord et de décider ensuite s'il donnera à sa famille l'argent dont elle a besoin. La mère de Suki, Yang Huimin, essaie désespérément de sauver la situation. Elle supplie sa fille, lui rappelant que Chinao a promis 1 milliard pour aider la famille So dès qu'ils seront mariés. Mais So-chi l'interrompt brusquement et lui dit de ne plus rien dire. Avec une détermination farouche, elle déclare qu'elle ne l'épousera pas. Son refus stupéfie sa mère et Chinao. Faisant un pas audacieux, Sukui se dirige vers Wangan, prend son bras et annonce que non seulement elle n'épousera pas Chinao, mais qu'elle est également enceinte de l'enfant de Wangan. Sa mère pousse un cri d'horreur, attrapant sa fille et lui demandant si elle comprend ce qu'elle dit, soulignant que Wangan n'est qu'un livreur de nourriture. Sukui supplie sa mère, insistant sur le fait qu'elle ne veut pas être forcée d'épouser Chinao et promettant qu'avec un peu de temps, elle peut aider la famille So à traverser sa crise. Enragée par le comportement honteux de sa fille, Yang Huimin lève la main pour gifler So-chi. Mais avant que cela ne se produise, le bras de Wangan jaillit et attrape fermement son poignet, arrêtant le coup. Il la regarde froidement et lui demande ce qu'il y a de mal à être un livreur. Il retourne ensuite l'accusation de honte contre elle, se demandant si le fait de marier sa propre fille à un salaud à des fins lucratives est considéré comme ayant de la honte. Alors qu'elle se débat dans son emprise, criant au livreur puant de la lâcher, la situation s'aggrave. Chinao, qui a regardé le drame, finit par exploser. Il pointe un doigt accusateur sur Sukui, son visage tordu de rage, et la traite de salope qu'il ne s'attendait pas à être aussi indécente. Il fulmine sur le fait qu'elle a laissé un livreur la monter, puis tourne sa fureur vers Wangan, jurant de le tuer. Sukui ne peut que rester là, stupéfaite et horrifiée. Avant que Chinao ne puisse agir, Wangan bouge à la vitesse de l'éclair. Il donne une puissante gifle sur le visage de Chinao, le faisant chanceler en arrière et s'écraser sur le sol. Wangan tire ensuite une Sukui stupéfaite de manière protectrice derrière lui. Il regarde fixement Chinao tomber et déclare qu'elle est enceinte de son enfant, ce qui fait d'elle sa femme, et se demande qui lui a donné le courage d'essayer de la frapper. Se débattant sur le sol, Chinao hurle d'incrédulité que Wangan ait osé le frapper. Sa fureur débordant, il saisit un lourd cendrier sur une table voisine et charge sur le couple, criant qu'il va les tuer. Avec un sourire rassurant et calme, Wangan dit à Sukui de se tenir derrière lui, et elle accepte nerveusement. Alors que Chinao se jette en avant, balançant le cendrier, Wangan esquive sans effort l'attaque. D'un seul mouvement, il assène un coup de poing dévastateur à la mâchoire de Chinao, l'envoyant voler en arrière, le cendrier glissant de sa main. Alors que Chinao gît étourdi, Wangan se tient au-dessus de lui et déclare qu'il ose toucher à sa femme. N'ayant pas fini, Wangan monte sur l'homme battu, l'attrape par le col et dit qu'aujourd'hui il va lui donner une leçon. Il fait pleuvoir une série de coups de poing brutaux sur le visage de Chinao, ignorant les cris d'agonie et les appels désespérés à l'aide de sa victime. Juste au moment où il lève le poing pour un autre coup, Sukui lui crie d'arrêter. Au même moment, une voix puissante résonne demandant qui ose agir de manière aussi présomptueuse. Un groupe de personnages imposants est entré, dirigé par un vieil homme digne avec une longue barbe blanche et une canne. Sukui regarde l'homme avec choc et peur et s'adresse à lui en l'appelant grand-père. L'arrivée du patriarche de la famille gèle tout le monde. Le grand-père de Sukui, flanqué d'autres membres de la famille, examine la scène. Chinao battu sur le sol, Suchi avec un homme étrange, et sa mère sous le choc. L'expression du vieil homme est sombre alors qu'il annonce qu'il a tout entendu. Il tourne son regard perçant sur sa petite fille et, frappant sa canne sur le sol, exige de savoir s'il est vrai qu'elle est enceinte de l'enfant de ce livreur. Avec une résignation tranquille, Sukui confirme que c'est le cas. La confession plonge la famille Su dans la panique. Il s'écrie que la situation est scandaleuse et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offenser la puissante famille Qin. Son grand-père, le visage déformé par la fureur, rugit que la seule solution est que l'enfant soit avorté immédiatement. Kinao, cependant, se débat pour se remettre sur pied et n'est pas d'accord. Il hurle que même si elle avorte l'enfant, une salope comme elle ne mettra jamais les pieds dans la maison de sa famille, laissant la famille Su consternée. Le poids de la situation devient trop lourd. Il commence à se lamenter que tout est fini,
se blâmant mutuellement d'avoir gâté Sukui et déplorant que la famille soit maintenant finie. Sukui se tient silencieusement au milieu de leurs accusations, son visage étant un masque de tristesse. Finalement, elle craque, leur disant à tous d'arrêter de se disputer. Le stress émotionnel et physique fait des ravages, et elle crie de douleur, serrant sa tête alors que des vertiges la submergent. Avant qu'elle ne puisse tomber, Wangan est là pour la rattraper. Il la maintient stable et la rassure, lui disant de ne pas avoir peur et qu'il va l'emmener. Alors qu'il la prend dans ses bras, sa famille, y compris ses parents, se précipite en avant, exigeant que le livreur puant la lâche et menaçant de lui casser les jambes. Wangan les regarde avec un mépris total et demande s'ils s'appellent même des humains. Sans un mot, il se tourne et commence à sortir de la maison en portant Sukui maintenant évanoui. Quand ses parents essaient de lui barrer le chemin, il les écarte sans effort, les envoyant s'étaler. Il s'arrête à la porte et se retourne vers la famille stupéfaite et terrifiée. Avec une détermination froide et inébranlable, il déclare qu'il emmène Sukui avec lui et demande si quelqu'un a un problème avec ça, les laissant totalement impuissants à l'arrêter. Avec Sukui inconsciente dans ses bras, Wangan dit à sa famille stupéfaite que puisque personne ne s'y oppose, il s'en va. Il l'emmène du domaine chaotique des Sioux à son appartement moderne de grande hauteur. À l'intérieur, il pose doucement Sukui encore inconsciente sur son canapé. Ce faisant, une carte glisse de son sac à main et tombe sur le sol. Après s'être assuré qu'elle se repose, Wangan aperçoit la carte et la ramasse. Il l'examine et est surpris de constater qu'aujourd'hui est son anniversaire. Il ressent une bouffée de pitié pour elle, pensant que même si elle vient d'une famille riche, il semble que personne ne se soit souvenu de son jour spécial. Regardant sa forme endormie, il décide de lui montrer ce dont il est capable, réaffirmant qu'elle est sa femme. Environ 20 minutes plus tard, Sukui commence à s'agiter. Elle se redresse lentement, groggy et désorientée, se frottant les yeux et se demandant où elle est. Juste à ce moment-là, Wangan sort d'une autre pièce portant un tablier. Il tend un bol de nourriture, lui disant qu'elle doit avoir faim maintenant qu'elle est réveillée. Sukui se dirige vers la table à manger où Wangan a disposé un repas élaboré qu'il a préparé spécialement pour elle. Elle est impressionnée par l'arôme délicieux des différents plats qui comprend des spécialités cuites à la vapeur, un plateau de fruits et de fromage et plusieurs boissons. Wangan se vante que ses talents de cuisinier sont si bons que même une princesse de Dubaï supplierait d'y goûter. Amusé par son arrogance, Sukui sourit et lui demande si ça le tuerait de ne pas se vanter. Alors qu'il s'assoit pour manger, Sukui devient sérieuse. Elle lui dit que pour aujourd'hui, il lui est interdit de prononcer le mot mourir, ce qui laisse Wangan confus. Avant qu'il ne puisse demander, il révèle sa surprise. Il apporte un petit gâteau rose avec une seule bougie allumée dessus. Avec un sourire confiant, il le présente à l'étonné Sukui et lui souhaite un joyeux anniversaire. Complètement surprise, Sukui couvre sa bouche, choquée, et lui demande comment il pouvait savoir que c'était son anniversaire. Wangan se contente de sourire avec suffisance, lui demandant si elle le trouve plutôt incroyable. Submergé par l'émotion, Sukui reste sans voix alors qu'une larme se forme dans son œil. Remarquant cela, Wangan la taquine en plaisantant, lui demandant si elle est émue aux larmes et lui disant que ce n'est pas grave de pleurer. Il se vante ensuite de pouvoir lui prêter son épaule, ce que même les top modèles internationaux ne peuvent pas obtenir. Son arrogance absurde brise la tension, et Sukui laisse échapper un rire sincère. Il l'encourage ensuite à goûter la nourriture. Elle en prend une bouchée et admet que c'est bon, ce à quoi il répond avec assurance que, bien sûr, ça l'est. Après avoir mangé pendant un moment, Wangan lui dit de faire un vœu sur son gâteau. Sukui ferme les yeux, joint les mains et acquiesce silencieusement. Une fois le moment passé, Wangan devient sérieux et lui demande quels sont ses projets. Sukui le regarde sincèrement et lui rappelle sa promesse de les soutenir, lui demandant s'il revient sur sa parole. Wangan lui assure que non, mais lui lance un défi. Il lui demande si elle ose vraiment épouser un livreur comme lui. Exalté, Sukui se lève et déclare qu'elle ose, ajoutant que s'il ne parvient pas à les soutenir, elle se remariera simplement. En entendant cela, Wangan se décide et lui dit qu'ils enregistreront leur mariage dès le lendemain. Avec une détermination farouche, elle accepte, déclarant qu'elle n'a pas peur. Satisfait, Wangan se penche en arrière avec un sourire et dit que c'est réglé. Leurs plans sont interrompus lorsque le téléphone de Wangan vibre. Il dit à Sukui qu'il doit répondre à l'appel, et elle acquiesce. Il sort sur le balcon pour répondre. La personne à l'autre bout du fil, qu'il appelle Xiaohua, l'avertit frénétiquement qu'il est en danger. Xiaohua, qui appelle Wangan patron, dit qu'un assassin nommé Hydra arrive à Jiangning City pour le tuer. Wangan reste calme et demande si la source est fiable et s'ils peuvent confirmer la position d'Hydra. Xiaohua rapporte qu'Hydra a été vu pour la dernière fois près de la villa de la famille Lin. Allumant une cigarette, Wangan dit froidement à son subordonné qu'il comprend et qu'il prendra le temps de s'occuper de l'assassin demain. Pendant que Wangan est sur le balcon, Sukui est assise sur le canapé en train de parler au téléphone et de manger son gâteau. Elle est en communication avec sa meilleure amie, Lin Shuifu, qui lui a souhaité un joyeux anniversaire et lui a demandé si elle était la première. Avec un sourire amusé, Sukui dit à son amie qu'elle était la deuxième. Lin Shuifu est choqué, demandant immédiatement qui était le premier et espérant que ce n'était pas Chinao. Sukui, jetant un coup d'œil vers le balcon, révèle que c'était lui.
Son amie est furieuse, exigeant de savoir comment elle s'est de nouveau mêlée à ce livreur. Alors qu'elle prend une autre bouchée de gâteau, Sukui soupire et dit à une Linshuifu stupéfaite que c'est une longue histoire, mais qu'ils ont décidé d'enregistrer leur mariage demain. Cette nouvelle plonge son amie dans la panique, qui lui demande si elle est devenue folle de se marier avec un livreur et exige de connaître sa position. Sukui répond calmement qu'elle est chez lui. Une Linshuifu inquiète essaie de la calmer, promettant de trouver une solution. Elle déclare qu'elle ira supplier le mystérieux ponte qui a remporté la vente aux enchères, celui que son grand-père connaît, d'aider Suki quoi qu'il arrive. Cependant, l'appel est soudainement coupé et Sukui se demande ce qui s'est passé. Pendant ce temps, sur le balcon, la conversation tendue de Wangan se poursuit. Son subordonné ajoute d'autres nouvelles inquiétantes, l'informant que la princesse aînée s'était renseignée sur ses allées et venues il y a 2 jours. Wangan devient plus sérieux, exigeant de savoir si Xiaohua lui a dit qu'il était à Jiangning. Son subordonné explique nerveusement qu'il n'avait pas le choix car il connaît le tempérament de la princesse et craignait qu'elle ne les châtrait s'il n'avait pas obtempéré. La nouvelle est si choquante que Wangan est sans voix et laisse tomber son briquet. Il hurle dans le téléphone, furieux que son subordonné de confiance l'ait vendu. Xiaohua essaie de désamorcer la situation, suggérant que les antécédents familiaux de la princesse font d'elle une excellente partenaire pour son patron, et qu'il devrait simplement céder. Wangan l'interrompt avec colère, exigeant de savoir quand elle arrive. Voyant la fureur de son patron, Xiaohua trouve une excuse concernant un mauvais signal et raccroche brusquement, laissant Wangan fumer. Il se retrouve seul sur le balcon, accroupi de frustration, pensant que c'est une très mauvaise situation. Juste à ce moment-là, son téléphone vibre avec une notification. Agacé, il se demande qui le dérange maintenant. Il regarde son écran et voit un SMS d'un numéro inconnu. L'expéditeur se présente comme Lin Xufu, la petite fille de Lin Xingyun. Dans le message, elle propose un partenariat commercial, suggérant que puisqu'il est nouveau dans la ville, coopérer avec la famille Xiu sur le nouveau projet de district serait mutuellement bénéfique. Désespérée d'aider son ami, elle fait une offre audacieuse, promettant que s'il accepte, elle fera tout ce qu'il lui demandera. En lisant sa proposition effrontée, Wangan sourit, pensant qu'elle a certainement du cran. Presque immédiatement, son téléphone sonne. C'est Lin Xingyun qui a clairement appris le message de sa petite fille. Il s'excuse abondamment pour le trouble qu'elle a causé. Wangan lui dit calmement que ça va. Prenant les choses en main, Wangan donne à Lin Xingyun 2 instructions claires. Premièrement, il a besoin d'un fusil de sniper et de 2 balles, qu'il récupérera demain. Deuxièmement, il ordonne à Lin de donner à Sukui l'entière autorité sur le nouveau projet de district interdisant à quiconque d'autre de la famille Su de s'impliquer. Sans hésitation, Lin Xingyun accepte d'exécuter les ordres de son jeune maître. Plus tard, pendant que Wangan est sur le balcon, Sukui se détend dans son appartement, allongé sur le lit et en train de lire. Son téléphone vibre avec un message de sa meilleure amie, Lin Xufu. Le SMS contient des nouvelles passionnantes. Lin Xufu a contacté le mystérieux ponte qui a remporté le nouveau projet de district. Elle dit à Sukui qu'il a accepté de coopérer avec la famille Su et, plus important encore, a insisté pour que Sukui soit en charge. Ils doivent se rencontrer le lendemain pour discuter des détails. Folle de joie, Suji répond joyeusement, confirmant qu'elle la verra demain. Juste à ce moment-là, Wangan rentre et remarque son expression joyeuse, lui demandant ce qui la met de bonne humeur. Le considérant toujours comme un simple livreur, elle minimise cela comme une question de projet qu'il ne comprendrait pas. Elle semble alors surprise qu'il l'ait trouvé en train de lire, et il la taquine en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait l'habitude de lire des livres. Il se penche près d'elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, et murmure qu'il y a beaucoup de choses auxquelles elle ne s'attend pas à son sujet. Troublé par sa proximité, Sukui rougit et balbutie, lui demandant ce qu'il fait et lui rappelant qu'accepter de l'épouser ne signifie pas. Mais au lieu de faire un geste, Wangan prend doucement un oreiller sur le lit. Il lui dit que si elle est fatiguée, elle devrait se reposer et qu'il dormira sur le canapé. En partant, il ajoute nonchalamment que lire au lit n'est pas bon pour les femmes enceintes, laissant une Sukui rougissante et sans voix derrière lui. Se rallongeant, elle est embarrassée, pensant qu'elle pensait vraiment qu'il allait faire quelque chose. Le jour suivant se lève radieux. Sur le balcon de l'appartement, Wangan est en plein entraînement, réalisant des pompes à une main en équilibre. Sukui en pyjama sort et l'observe. Amusée, elle lui demande en plaisantant s'il pratique le style du crapaud. Il atterrit en douceur et la corrige en disant que c'est une technique appelée la main enroulée du dragon, un nom qu'elle n'a jamais entendu. Il explique que ce n'est pas un art martial tape à accent grave l'œil, mais une véritable technique de mise à mort, démontrant quelques mouvements rapides. Curieuse, Suji demande pourquoi un simple livreur aurait besoin d'apprendre quelque chose d'aussi dangereux. Wangan s'arrête et la regarde, partageant la sagesse de son père. Utilise les arts martiaux pour arrêter les conflits et protéger ta famille. Sukui est impressionné et convient que les paroles de son père étaient sages. Changeant de sujet, Wangan dit qu'il a préparé le petit déjeuner et les articles de toilette pour elle. Touchée, elle remarque qu'elle n'avait jamais réalisé qu'un grand gaillard comme lui pouvait être si attentionné. Avec un sourire confiant, il répond qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore réalisées à son sujet. Il lui dit ensuite qu'après avoir mangé, elle doit l'accompagner chez elle.
Elle est confuse et demande pourquoi. Il explique qu'ils ont besoin de son livret d'enregistrement du ménage, sinon, ils ne peuvent pas enregistrer leur mariage. Il la taquine ensuite en plaisantant, lui demandant si elle est vraiment sûre d'épouser un livreur comme lui. Provoquée, Suki se fâche, pensant qu'il fait marche arrière. Elle crie qu'elle n'a pas peur et lui dit de se dépêcher pour qu'ils puissent enregistrer leur mariage immédiatement. Alors qu'il marche vers sa moto, Soki soulève une question pratique, demandant s'il devrait d'abord rencontrer ses parents. Wangan rejette cela en disant qu'il n'y a pas besoin et qu'ils peuvent en parler après la naissance du bébé. Confuse, So demande pourquoi il devrait attendre. Avec un sourire narquois, Wangan explique qu'il a peur que sa famille ne l'approuve pas. Il se dit qu'une fois que le bébé sera né, sa famille sera obligée d'accepter la situation. En entendant cela, Sushi, les mains sur les hanches, demande sarcastiquement s'il insinue qu'il se marie dans sa famille. Il la regarde en plaisantant et complimente son apparence, sa silhouette et son tempérament, mais ajoute ensuite que son origine familiale est un peu déficiente. Offensée, elle demande s'il pense qu'il est plus que suffisamment bien pour elle. Wangan en rit, lui disant de ne pas prendre cela au sérieux et de monter sur la moto. Avec un air agacé, elle monte derrière lui. Il lui dit de bien serrer sa taille, et il s'éloigne à toute vitesse sur la route. À leur insu, ils sont surveillés. Depuis un endroit caché, Kinao et un subordonné musclé les voient partir. Le subordonné remarque avec dégoût que la garce a passé la nuit avec un livreur et demande à son jeune maître ce qu'il faut faire. Le visage sombre de rage, Kinao donne un ordre brutal. Il dit à son homme de tuer le livreur, puis d'emmener la garce dans un hôtel pour lui. Le subordonné fait craquer ses doigts et dit qu'il va prendre ses hommes et les suivre immédiatement. Alors que Wangan et Sukui traversent la ville, il remarque dans son rétroviseur qu'une camionnette blanche les suit. Il se rend compte qu'ils sont suivis. Réfléchissant rapidement, il se penche en arrière et annonce à Sukui un changement de plan. Il dit qu'elle devrait d'abord rentrer chez elle pour prendre ses affaires car il a une course à faire. Inconsciente du danger, elle accepte. Wangan accélère alors, se faufilant dans la circulation pour semer leurs poursuivants. Suivant son plan, Wangan conduit Sukui dans une maison sûre. Une fois qu'elle est en sécurité à l'intérieur, il remonte sur sa moto et s'éloigne à toute vitesse, attirant l'attention de ses poursuivants. La camionnette blanche se lance immédiatement à sa poursuite, le suivant dans un quartier aisé. Wangan les mène dans une courte course-poursuite avant de s'arrêter devant une grande villa moderne, un endroit délibérément choisi. Il arrête sa moto et descend, attendant apparemment. Il jette un coup d'œil au balcon du deuxième étage de la villa et aperçoit un homme aux cheveux hérissés qui s'y cache, confirmant qu'il s'agit d'une embuscade. L'homme sur le balcon se rend compte qu'il a été repéré. Sans se décourager, Wangan marche calmement vers la villa, pensant que puisque ses ennemis sont rassemblés ici, il est temps de s'occuper de tous en même temps. Il entre dans la maison vide et somptueuse et monte à l'étage. Dans une pièce, un étui de fusil de sniper est ouvert sur une table exactement comme il l'avait prévu. Il prend le fusil silencieux, impressionné par l'efficacité de l'un. Cependant, son attention est soudainement attirée par quelque chose d'inattendu. Il lève les yeux et remarque un soutien-gorge bleu sur le lit voisin, le laissant momentanément confus. Avant qu'il ne puisse comprendre, une femme enveloppée dans une serviette sort d'une pièce attenante. C'est Lin Shuifu, la meilleure amie de Sukui, qui pousse un cri terrifié en voyant un étrange homme dans sa chambre tenant un fusil à haute puissance. Le reconnaissant, Lin Shuifu exige furieusement de savoir ce que fait le livreur puant dans sa maison, lui rappelant qu'il est en train de pénétrer dans la villa de la famille Lin. Mais avant que leur dispute ne s'envenime, un point laser rouge apparaît sur son front. Voyant le laser du sniper, Wangan lui crie instantanément de se baisser. Sans une seconde à perdre, une balle fracasse la fenêtre. Wangan se jette à travers la pièce, plaquant une Lin Shuifu terrifiée et la faisant sortir de la trajectoire de la balle juste à temps. Il s'écrase sur le lit, et elle se débat contre lui en criant au bâtard de la lâcher. Il la maintient fermement, son expression sérieuse, et l'avertit doucement d'arrêter de crier, lui disant que si elle fait un autre bruit, elle sera tuée. Se relevant, Wangan saisit le fusil de sniper alors qu'une Lin Shuifu stupéfaite demande ce qui se passe. Il l'ignore, se dirigeant vers la fenêtre brisée et visant la villa en face d'eux. Il marmonne une provocation que Hydra ne doit pas avoir 9 cerveaux et tire un seul coup précis. La balle traverse la cour et atteint sa cible, touchant l'agresseur sur le balcon opposé. Le sniper est tué instantanément, s'effondrant au sol avec une balle dans la tête. Wangan abaisse son arme avec un salut désinvolte, remarquant avec déception qu'Hydra a été éliminé si facilement. Avant qu'il ne puisse célébrer, une Lin Weifu frénétique l'attrape, exigeant une explication pour l'arme dans sa maison. Mais à ce moment-là, les sens de Wangan s'éveillent alors qu'il détecte une autre menace. Une deuxième balle déchire l'air, brisant une autre fenêtre sous un angle différent. Réagissant avec une vitesse incroyable, Wangan crie à nouveau à Lin de se baisser et se jette sur elle, la protégeant avec son corps. Il s'écrase sur le sol alors que la balle passe en trombe là où il se tenait, percutant le mur derrière eux. Toujours au sol avec Lin Weifu, Wangan réalise qu'il y a d'autres attaquants à l'extérieur. Réfléchissant rapidement, il saisit un morceau de son vêtement sur le lit et le jette en l'air comme un leurre. Il énumère mentalement ses adversaires, l'assassin Hydra, les voyous de la camionnette et ce nouveau sniper.
Il conclut avec tristesse qu'il a plusieurs invités à gérer aujourd'hui. Le leur fonctionne. Alors que le sniper ennemi tire sur le mouvement, Wang Gan vise avec son propre fusil, une Lin Shuifu terrifiée regardant derrière lui. Il riposte avec sa deuxième et dernière balle. Le tir traverse l'espace ouvert et frappe un autre sniper caché dans un autre endroit, le neutralisant. Immédiatement, des tirs de suppression nourris éclatent d'un troisième endroit alors qu'un autre assassin sur un toit voisin déchaîne une volée de tirs sur leur fenêtre. Wang Gan attrape Lin Shuifu et plonge derrière un canapé pour se mettre à couvert alors que le mur derrière eux est criblé de balles. Coincée dans une position compromettante, elle crie et le traite de pervers. Une fois que la fusillade cesse, Wang Gan ramasse calmement un des étuis de balles usagés de l'ennemi sur le mur. Il l'examine attentivement et reconnaît un insigne unique en forme d'étoile à 6 branches sur la base. Il l'identifie comme une ogive spéciale provenant d'une organisation d'assassins notoires d'Europe de l'Est connue sous le nom d'Ares. Il se tourne vers une Lin Shuifu secouée et lui demande quand elle a réussi à provoquer des gens aussi dangereux. Elle ne peut que balbutier qu'elle ne sait pas. À ce moment, Wang Gan regarde son fusil vide et se maudit d'avoir été négligent. Il n'avait demandé que 2 balles et est maintenant à court de munitions. Il s'agenouille, se demandant quoi faire maintenant qu'il est désarmé et encerclé. Soudain, un souvenir frappe Lin Shuifu. Elle dit à Wang Gan qu'elle pourrait savoir qui est derrière l'attaque. Elle se souvient qu'il y a quelque temps, un patron d'Europe de l'Est a essayé d'acheter une technologie de recherche à son entreprise, mais elle avait refusé son offre. Cette révélation fournit un motif clair aux assassins professionnels qui tentent maintenant de la tuer. Alors que la pluie de balles continue, les yeux de Wang Gan se rétrécissent. Il pousse rapidement la tête de Lin Shuifu vers le bas, criant pour qu'elle fasse attention alors qu'une autre balle passe en sifflant près d'eux. Coincés derrière le canapé, ils sont assis au milieu des débris en attendant une accalmie dans la fusillade. Sans munitions restantes, Wang Gan a besoin d'un autre plan. Ses yeux tombent sur les éclats de verre brisés sur le sol. Se décidant pour un geste désespéré, il ramasse un morceau de verre tranchant. Saisissant une accalmie momentanée dans la fusillade, il se lève d'un bond et, avec une vitesse incroyable, lance l'éclat de verre comme un couteau de lancer vers la position du dernier sniper. Le projectile de fortune trouve sa cible et l'assassin crie de douleur. Le dernier sniper étant abattu, la menace immédiate est terminée. Wang Gan se lève et dit à Lin Shuifu qu'elle peut se lever maintenant parce que c'est sûr. Se levant enfin, elle le regarde avec suspicion et le confronte directement. Elle déclare que son travail de livreur doit être une couverture et exige de savoir qui il est vraiment. Wang Gan rejette froidement sa question, lui disant qu'elle n'a pas besoin de connaître son identité. Furieuse de son secret, elle menace de tout raconter à Sukui, mais il porte rapidement un doigt à ses lèvres pour la faire taire. Son expression devient sérieuse lorsqu'il l'avertit de se taire, expliquant qu'il entend un bruit à l'extérieur. Un regard de terreur traverse le visage de Lin Shuifu alors qu'elle demande s'il y a encore plus d'ennemis. Paniquée, elle s'accroche à lui et demande ce qu'ils vont faire. Il lui dit calmement de ne pas s'inquiéter et qu'il va aller jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, en bas, les 3 voyous de Chinao sont entrés dans la villa armés de grandes machettes. L'un d'eux reconnaît Wang Gan et se demande ce qu'un livreur fait dans un endroit comme celui-ci. Le chef ricane, supposant qu'il doit être un voleur ordinaire. Juste à ce moment-là, Wang Gan apparaît en haut des escaliers. Il regarde les intrus armés, avec un geste désinvolte, les salue. Avec un sourire confiant, Wang Gan demande calmement aux 3 hommes armés s'ils le cherchent. Le chef musclé pointe sa lame sur Wang Gan en disant qu'ils sont les hommes du frère Ao envoyés par Chinao. Il accuse Wang Gan de coucher avec la femme de leur patron, Sukui, tandis qu'un autre voyou dit avec impatience d'arrêter de parler et de simplement lui casser les jambes. Complètement imperturbable, Wang Gan demande simplement ce qu'il compte faire à ce sujet. Enragé par son arrogance, les voyous chargent en avant en hurlant des insultes. Le combat est brutalement court. Wang Gan se déplace avec une vitesse incroyable, interceptant le premier attaquant avec un coup de pied puissant au visage qui fait claquer sa tête en arrière. En quelques secondes, 2 des voyous sont inconscients, ne laissant que leur chef stupéfait. Le voyou musclé regarde avec incrédulité, se demandant depuis quand les normes pour les livreurs étaient devenues si élevées et réalisant que son adversaire est un artiste martial entraîné. Refusant d'accepter la défaite par un simple livreur, il pousse un hurlement furieux et charge sur Wang Gan avec sa machette. Wang Gan saute sans effort par-dessus le coup sauvage et, en un seul mouvement, donne un coup de pied dévastateur au bras de l'homme. Le coup envoie la machette voler et fait tomber le voyou au sol. Avec les 3 attaquants vaincus, Wang Gan se tient au milieu des corps éparpillés. Lin Shuifu, qui a regardé le combat du haut des escaliers, finit par pousser un cri de terreur. Le son alerte le chef abattu qui, bien que battu, est toujours conscient. Exaspéré par ces cris, il se débat pour se relever et voit une opportunité, se précipitant vers la Lin Shuifu sans défense. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'attrape et tient sa lame à sa gorge, la prenant en otage. Il regarde Wang Gan, menaçant de la tuer s'il fait un autre pas. Une Lin Shuifu terrifiée l'avertit que son grand-père ne l'épargnera pas s'il ose lui faire du mal. Cependant, Wang Gan reste parfaitement calme. Il regarde le voyou et, avec un manque d'émotion glaçant, lui dit simplement d'y aller et de le faire. Ignorant la lame à la gorge de Lin Shuifu, Wang Gan marche lentement vers le voyou paniqué, le narguant et lui demandant pourquoi il n'a pas agi sur sa menace.
Alors que Wangan continue son avance implacable, il demande froidement si l'homme a trop peur. Le voyou, en sueur et terrifié, lui crie d'arrêter. Dans un flou de mouvements, Wangan réduit la distance en un instant. Avant que le voyou ne puisse réagir, Wangan attrape le plat de la lame de l'épée entre son pouce et son index, arrêtant complètement l'arme. Il regarde le voyou avec mépris et demande s'il pense vraiment qu'il est assez habile pour brandir une épée devant lui. Le voyou est choqué par la force impossible de Wangan, réalisant avec horreur qu'il ne peut pas du tout bouger la lame. Wangan continue de se moquer de lui demandant à nouveau pourquoi il ne fait pas simplement son geste. Puis, d'un simple coup de ses doigts, il brise la lame d'acier, envoyant des éclats de métal voler alors que le voyou et l'inchuifu regardent avec une incrédulité stupéfaite. Avant que le voyou ne puisse récupérer, Wangan l'attrape par la gorge, le soulevant du sol. Il demande si une crevette puante et pourrie comme lui est même digne de le combattre. Étouffant, le voyou essaie de se sauver en haletant qu'il est membre de la puissante société du Dragon Noir. Wangan n'est pas impressionné, demandant avec dédain, et alors, avant de claquer la tête de l'homme sur le sol, le rendant inconscient. Cependant, le voyou se rétablit soudainement et essaie une nouvelle tactique. Il se relève en se précipitant, suppliant Wangan de ne pas emprunter une voie de crime. Cet appel bizarre n'a aucun effet. Wangan donne un coup de pied brutal au visage de l'homme, le faisant crier d'agonie alors que du sang gicle de sa bouche. Complètement brisé, le voyou implore pitié. Il supplie Wangan d'arrêter, inventant une histoire sur le fait d'avoir une mère de 80 ans. Dans un dernier geste désespéré, il dit à Wangan qu'il a des informations importantes à lui communiquer. Debout au-dessus de lui, Wangan donne au voyou battu 3 secondes pour ses derniers mots. L'homme révèle rapidement son information cruciale. Frère Ao, Chin-Ao, est déjà parti à la recherche de Sukui. Et si Wangan ne se dépêche pas, il sera trop tard. Cette nouvelle choque Wangan. Furieux que le voyou ne lui ait pas dit cette information vitale plus tôt, il lui donne un dernier coup de pied vicieux, l'assommant complètement. À ce moment-là, ils entendent frapper fort à la porte. Une voix de l'extérieur annonce qu'ils sont la police. Réalisant qu'il doit partir immédiatement, Wangan dit à l'insuifu qu'il va trouver Sukui et lui laisse la situation entre ses mains. Il lui donne une dernière instruction, ne dire à personne qu'il était là. Alors qu'il s'enfuit, elle lui dit d'y aller, l'assurant qu'elle sait quoi dire. Un instant plus tard, 2 policiers entrent dans la villa. L'officier principal montre son insigne à l'inchuifu et demande ce qui s'est passé. Alors que 2 voitures de police s'arrêtent devant, elle commence à expliquer qu'elle prenait une douche lorsque 3 hommes ont fait irruption avec des couteaux. Suite à sa déclaration, la police arrête les 3 voyous inconscients. Un officier rapporte à son capitaine qu'ils ont trouvé 2 cadavres, les snipers que Wangan avait tués dans la villa en face et qu'ils ne ressemblent pas à des gens ordinaires. Choqué, le capitaine ordonne à ses hommes d'emmener tout le monde et tout à la station pour enquête. Pendant ce temps, Sukui est acculé dans une chambre par un Chin-Ao furieux. Il révèle ses sinistres intentions, lui rappelant la fois où il a drogué sa boisson et se vantant qu'il va la forcer maintenant. Une Sukui terrifiée lui dit de sortir, mais il ne fait que devenir plus enragé. Il ricane en disant qu'il a envoyé des hommes tuer le livreur, et que quand ils auront fini, il la forcera devant lui. Avec une dernière ruée, il jure qu'il va la jouer à mort. Chin épingle une Sukui qui se débat sur un lit. Elle lui dit de lâcher prise, mais il la nargue en disant qu'elle peut crier autant qu'elle veut parce que personne ne la sauvera. Il ajoute avec un sourire sinistre que le livreur est occupé avec ses propres problèmes et qu'aujourd'hui, il va la forcer. Juste au moment où il se penche, une gifle puissante claque sur son visage, envoyant une dent volée. Chin-Ao est envoyé valser à travers la pièce, atterrissant en tas. Dans l'embrasure de la porte se tient Wangan, qui regarde l'homme tomber et déclare froidement qu'il doit être fatigué de vivre pour oser toucher à sa femme. Se relevant difficilement et tenant son visage meurtri, Chin-Ao demande furieusement au livreur s'il sait qui est son père. Impassible, Wangan lui dit que peu importe qui est son père, il paiera pour avoir un fils comme lui. Enragé, Chin-Ao se lève, criant que son père est King Gang, l'homme le plus riche de la ville de Jiangning, et que s'opposer à lui est une condamnation à mort. Il se précipite ensuite pour attaquer. Wangan esquive sans effort l'attaque maladroite et donne un coup de pied puissant, le rejetant comme un perdant. Le coup envoie Chin-Ao voler dans un meuble, l'assommant complètement. Wangan se tourne ensuite vers une Sukui secouée et lui dit doucement de ne pas avoir peur car tout est fini maintenant. Il la serre dans ses bras protecteurs alors qu'elle lui dit à quel point elle est heureuse qu'il soit venu. Il la serre contre lui et la rassure en lui disant que tant qu'il sera avec elle, personne n'osera plus jamais la toucher. Pendant ce temps, le Chin-Ao battu se relève difficilement et sort en titubant de la pièce, criant une dernière menace au livreur puant d'attendre. Le danger immédiat disparu, Sukui lève les yeux vers Wangan et lui demande quelle heure il est. Confus, il lui demande ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle a presque oublié une réunion importante dans son entreprise et lui demande s'il l'accompagnerait. Avec un sourire chaleureux, Wangan accepte sans hésitation, promettant qu'il l'accompagnera n'importe où. Sukui et Wangan arrivent dans une voiture de sport rouge à un grand bâtiment d'entreprise moderne. Alors qu'ils sortent, une personne salue Sukui, lui disant que le président Liu attend déjà dans la salle de conférence. Ils entrent, et Sukui s'excuse auprès d'une femme en tailleur pour être en retard. La femme, la présidente Liu,
n'est autre que l'assistante de Wang An, Liu Yue. Elle est choquée de le voir et l'appelle presque jeune maître, mais il l'arrête rapidement d'un geste. Réfléchissant rapidement, Wang An met un bras autour d'elle et prétend qu'ils sont d'anciens camarades de classe. Cela stupéfait Sukui qui n'arrive pas à croire que Wang An et la puissante présidente Liu se connaissent. Sukui fait une remarque sur la coïncidence, et Liu Yue acquiesce nerveusement alors qu'elle est invitée à s'asseoir. Une fois tout le monde assis, Liu Yue se prépare à passer aux choses sérieuses, et Sukui accepte de commencer. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point de commencer, la porte s'ouvre brusquement. Le grand-père de Sukui, son père et deux autres hommes de la famille Su entrent, encensant la présidente Liu et exprimant à quel point ils sont honorés. Ils insistent sur le fait que pour un projet aussi important, ils ne pouvaient absolument pas être négligents. Une Sukui choquée demande à son grand-père pourquoi il est là, et Liu Yue le salue poliment. Le grand-père explique qu'il était tellement excité par le nouveau projet de district qu'il s'est précipité. Son attitude amicale disparaît lorsqu'il remarque Wang An. Il demande avec colère à Sukui pourquoi elle amènerait un étranger à une réunion aussi importante. Suji tient bon, rappelant à son grand-père que puisqu'elle est en charge du projet, c'est son droit de décider qui elle amène. Cela irrite son père, Su Jianji, qui lui crie dessus, lui demandant quand c'est devenu son tour de parler au nom de l'entreprise. Il la rabaisse, lui disant qu'elle n'a aucune qualification et lui ordonnant de céder sa place à son frère et d'aller servir de l'eau à la présidente Liu. À ce moment-là, un jeune homme souriant s'avance et se présente comme Sule. Il dit à la présidente Liu de discuter du projet avec lui, rejetant Sukui en disant qu'elle n'a pas son mot à dire. Sukui essaie de protester auprès de son grand-père que le projet lui a été confié, mais son père l'interrompt à nouveau, lui criant dessus de servir l'eau. Enfin, un autre homme, l'oncle de Sukui, Su Jinjong, porte le coup final. Il dit avec suffisance à Sukui qu'à partir de maintenant, toutes les affaires de l'entreprise devraient être remises à Sule, lui rappelant qu'elle va bientôt se marier et qu'elle devrait comprendre sa place. Alors que la famille Su essaie de mettre Sukui de côté, Wang An prend enfin la parole. Les bras croisés et avec un regard intense, il leur demande ce qu'ils pensent faire, leur rappelant que le projet a été initialement confié à Sukui. Cela irrite le grand-père de Sukui qui crie à Wang An de se taire et demande de quel droit il a de parler. Celui-là se joint à eux avec un regard suffisant, se moquant de Sukui pour avoir un livreur comme petit ami. Il dit ensuite à son grand-père qu'il a entendu dire qu'elle est également enceinte de l'enfant de cet homme. La révélation met le grand-père en rage. Il pointe Wang An du doigt et ordonne à Sukui de sortir immédiatement cette racaille de basse classe, déclarant que lui et son chien sont bannis de l'entreprise. Sukui se précipite à la défense de Wang An, arguant que peu importe ce qu'il fait parce qu'il gagne honnêtement son argent, et que son grand-père n'a pas le droit de l'insulter. Son défi ne fait qu'enrager davantage le vieil homme. Voyant que la situation est désespérée, Wang An se lève pour partir avec Sukui. Il dit à sa famille qu'ils sont sans vergogne et répète sa condition. Le projet ne peut être géré que par Sukui. Le grand-père l'affronte en exigeant de savoir de quel droit un simple livreur a de formuler des exigences. Au lieu de répondre, Wang An se tourne vers une Liu Yue nerveuse. Il s'adresse à elle avec aisance comme à une ancienne camarade de classe et lui demande de lui rendre un service. Il déclare que Sukui est sa fiancée et que le projet doit lui être confié à elle seule. Sous son regard autoritaire, Liu Yue accepte à contre-cœur. Sulei est choqué et essaie de se disputer, disant au président Liu que Sukui est irresponsable et ne connaît rien à l'entreprise, insistant sur le fait qu'il serait un meilleur choix. Mais Liu Yue, suivant les ordres de Wang An, l'ignore et s'adresse directement au grand-père. Elle déclare que son entreprise ne travaillera qu'avec Sukui. Si la famille Su ne peut pas accepter, ils trouveront un autre partenaire. Le grand-père est stupéfait et demande à parler à son patron. Liu Yue porte un coup final. Elle l'informe qu'elle a toute autorité et que lui, le patriarche, n'est pas qualifié pour rencontrer son patron. Ces mots durs laissent le vieil homme en sueur et complètement sans voix, totalement vaincu et humilié devant sa famille. Complètement vaincu, le père de Suki, Su Jianji, change rapidement de ton. Il dit au président Liu de ne pas se fâcher et l'assure qu'ils satisferont ses exigences, acceptant de confier la direction à Sukui. Son beau-père est d'accord, disant que tant qu'ils obtiennent le partenariat, ce n'est pas grave si c'est Sukui qui le fait. Satisfaite, Liu Yu déclare qu'ils signeront le contrat aujourd'hui. Maintenant aux commandes, Liu Yue se tient à côté de Sukui et congédie le reste de la famille Su. Elle les informe qu'elle et Sukui doivent discuter des détails du contrat en privé et qu'ils peuvent partir. N'ayant aucun pouvoir d'objection, Su Jiani ne peut qu'accepter et il aide son beau-père stupéfait à sortir de la pièce. Alors que les hommes vaincus sortent, Sule essaie de protester auprès de son père, mais il est rapidement réduit au silence et conduit dehors. Une fois qu'ils sont partis, Wang An regarde la porte se fermer avec un sourire narquois, pensant à quel point ils sont des clowns et à quel point ils ont attiré leur humiliation sur eux-mêmes. Liu Yue remet ensuite professionnellement le contrat à Sukui pour qu'elle l'examine. Pendant ce temps, dans un bureau ailleurs, un Sule enragé confronte son père, Su Jiani, exigeant de savoir comment il a pu laisser cette garce, Sukui, être aux commandes. Su Jianzhang, assis calmement à son bureau, lui dit de ne pas s'inquiéter, l'assurant qu'il a un plan. Lorsque Sule essaie de demander à leur oncle,
Su Jianzhang, de partir, son père l'arrête, déclarant qu'ils sont tous du même côté. Il révèle alors un secret de famille choquant. Su Kui n'est pas sa fille biologique. Su Lei et Su Jianzhang sont tous deux stupéfaits. Su Jianzhang demande si sa belle-sœur l'a trompé, mais Su Jiani clarifie la vérité. Il explique que sa femme, Yang Huimin, était incapable d'avoir des enfants, ils ont donc adopté Su Kui. Il se plaint ensuite qu'elle a maintenant déshonoré la famille en se liant avec un livreur. Un Su Jianzhang pensif demande qui sont les parents biologiques de Su Kui. Suzani rejette la question, disant qu'il ne sait pas et suppose qu'ils sont morts depuis longtemps, ne lui ayant rien laissé d'autre qu'un pendentif de jade sans valeur. Impatient, Su les interrompt, désireux d'entendre le plan de son père. Avec un sourire sinistre, Su Zhangjiang révèle son stratagème. Il leur dit d'attendre et de laisser Su Kui reprendre le projet pour l'instant. Une fois qu'elle aura fait le plus dur, il aura un moyen de le lui arracher. Comprenant le complot, Su Lei acquiesce avec un sourire rusé et confiant. Vêtu d'un costume avec une cigarette, Wang Gan s'approche de deux agents de sécurité en service et demande du feu. Un garde plus corpulent offre un briquet. Remarquant la tenue formelle de Wang Gan, le garde suppose qu'il est là pour un entretien, mais Wang Gan dit non. Curieux, le garde demande alors ce qu'il fait là. Très désinvoltement, Wang Gan révèle qu'il est livreur. Les deux gardes éclatent de rire, l'un d'eux plaisantant en disant que les livreurs et les agents de sécurité sont des ennemis de toujours. Wang Gan glousse, mais il remarque ensuite que les deux gardes deviennent sérieux et se redressent, alors il demande ce qui se passe. Soudain, les gardes se mettent au garde à vous. L'un dit à l'autre que le président Su est arrivé. Le garde le plus corpulent explique avec admiration que le président Su est la plus belle femme de l'entreprise et que la voir quotidiennement lui donne la motivation de travailler. Wang Gan se moque d'eux parce qu'il s'excite autant pour une femme. Agacé, le garde lui dit de ne pas faire le fier, lui rappelant qu'en tant que livreur, il n'est pas meilleur qu'eux. À ce moment, une élégante Su qui apparaît. Les deux gardes la saluent énergiquement et respectueusement en tant que président Su. Elle reconnaît leur dur labeur et dit qu'elle va chercher sa voiture. Alors que Su Qui se dirige vers sa voiture de sport rouge, le garde le plus corpulent est extatique, se vantant auprès de son collègue que le président Su lui a parlé. Wang Gan, observant cela, demande si une réaction aussi forte est nécessaire. Le garde s'approche de Wang Gan et pose un bras sur son épaule avec condescendance. Il lui offre quelques conseils, lui disant que même en tant que livreur, il est toujours important d'avoir des rêves. Juste à ce moment-là, Su Kui s'arrête à côté d'eux dans sa voiture de sport rouge flamboyante. Du siège du conducteur, elle regarde Wang Gan et lui dit de monter. Wang Gan fait ses adieux aux gardes avec un sourire, leur disant qu'il se souviendra de leurs paroles et qu'il les reverra plus tard. Il monte ensuite sur le siège passager de la voiture de luxe. Les deux gardes sont complètement figés, regardant avec incrédulité la voiture de sport s'éloigner à toute vitesse, incapables de comprendre que l'humble livreur qu'ils plaignaient tout à l'heure est parti avec leur patronne belle et inaccessible. Pendant qu'ils conduisent, Wang Gan remarque l'expression joyeuse de Su Kui et remarque que les choses ont dû bien se passer. Su Kui est d'accord, expliquant que c'est grâce à son ami, Lin Suifu, qui a trouvé le mystérieux grand patron derrière le nouveau projet de district. Elle ajoute qu'elle est déterminée à remercier cette personne en face à face. Amusée, Wang Gan lui dit qu'elle devrait certainement bien le remercier. Il change ensuite de sujet, l'informant qu'il a déjà contacté le bureau des affaires civiles et qu'ils enregistreront leur mariage le lendemain matin. Su Kui accepte calmement le plan, mais énonce ses conditions. Elle ne veut que l'acte de mariage pour que leur enfant ait un père. Après la naissance du bébé, elle lui versera un paiement mensuel de 30 000. Un Wang Gan surpris demande si elle essaie de le garder comme compagnon rémunéré. Su Kui lui dit qu'il peut penser ce qu'il veut. Avec un sourire confiant, Wang Gan croise les bras et rétorque que si elle veut vraiment le garder, 30 000, c'est bien trop peu. Sa réponse rend Sochi furieuse. Elle lui dit de ne pas trop en demander, se demandant combien un livreur pourrait gagner par mois et laissant entendre que 30 000, c'est plus qu'assez. Dans sa frustration, elle écrase son pied sur l'accélérateur et la voiture de sport rouge dévale la rue de la ville. Ils arrivent bientôt à l'entrée d'un complexe résidentiel moderne haut de gamme. Après s'être garé, Wang Gan sort et s'appuie sur la porte, taquinant Su en lui disant qu'elle semble bien connaître le chemin et qu'elle a déjà mémorisé le chemin de sa maison. Agacée, elle répond qu'avec le GPS, elle peut aller n'importe où. Alors qu'il traverse le complexe, le téléphone de Wang Gan commence à sonner. Il dit à Su Kui d'attendre un instant, il doit prendre l'appel. Wang Gan répond, demandant nonchalamment au vieil homme à l'autre bout ce qu'il se passe. La personne l'informe qu'une cargaison a été saisie par la société du Dragon Noir, et qu'il doit s'en occuper. L'appelant mentionne également qu'une carte a été laissée à sa porte pour l'aider à résoudre le problème. Wang Gan accepte avec assurance, promettant de s'occuper de tout avant midi le lendemain. L'appelant change alors brusquement de sujet, demandant s'il a bien entendu dire que Wang Gan allait se marier. Cette question surprend et met en colère Wang Gan, qui exige de savoir qui a divulgué l'information. Le vieil homme révèle que l'inquinjuant le lui a dit et accuse Wang Gan d'essayer de se marier sans permission. Il continue sa tirade, se demandant pourquoi Wang Gan délaisserait d'innombrables héritières riches pour une fille de la famille mineure Xiu. Wang Gan essaie de calmer le jeu et d'expliquer. Cependant, le vieil homme le coupe en disant qu'il n'y a pas besoin d'explication. Au lieu de cela,
il informe un Wang horrifié que sa grande sœur viendra l'interroger personnellement le lendemain, et qu'il devrait se préparer. Wang est pris de panique, suppliant le vieil homme de ne pas être si cruel et demandant s'il pourrait même survivre à sa visite, mais l'appel se termine brusquement. Furieux et stressé, Wang raccroche, marmonnant une menace qu'il se vengera du vieil homme. Remarquant son état agité, Sukui s'approche et demande ce qui s'est passé. Cachant rapidement son trouble, Wang la rassure en disant que ce n'est rien. Il pose un bras rassurant sur son épaule et lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Il retourne à son appartement, entrant dans le salon moderne. Une fois à l'intérieur, Soki aperçoit une carte blanche sur la table basse et demande ce que c'est. Wang explique nonchalamment que ce n'est qu'une carte cadeau destinée à quelqu'un d'autre. Changeant de sujet, il enlève sa veste et suggère qu'elle doit avoir faim, lui proposant de cuisiner. Sochi accepte calmement. Alors qu'il se dirige vers la cuisine, Sukui s'assoit sur le canapé en tenant sa veste. Un petit sourire satisfait se forme sur son visage en pensant qu'avoir un homme entretenu à la maison est en fait assez agréable. Dans son appartement, Wang, portant un tablier, dit à Sukui de s'asseoir et qu'il aura bientôt fini de cuisiner. Elle le remercie. Alors qu'il se dirige vers la cuisine, il remarque en plaisantant que ce n'est pas un problème pour sa femme et son enfant, ajoutant qu'il est, après tout, un mari au foyer entretenu. Son commentaire laisse Sukui sans voix, et elle s'assoit sur le canapé avec un léger sourire amusé. Le lendemain, la scène se déplace au bureau des affaires civiles de Jiangning. Wang et Sukui sortent du bâtiment, chacun tenant un certificat de mariage rouge. Wang déclare fièrement qu'à partir de maintenant, il est officiellement un homme marié. Sukui le taquine en plaisantant, lui demandant ses projets pour la journée et s'il va livrer de la nourriture. Wang balaie cela d'un revers de la main, plaisantant en disant que maintenant qu'il porte de beaux vêtements, il devrait sortir s'amuser avec quelques jeunes femmes. Sa réponse irrite Sukui. Elle le traite de désespéré et se plaint que même en tant qu'homme marié, il a toujours un tempérament terrible. Elle se retourne et s'éloigne en bougonnant, lui disant de faire ce qu'il veut. Alors qu'elle s'en va, l'expression enjouée de Wang disparaît, remplacée par une expression sérieuse. Il pense qu'avant toute chose, il doit s'occuper de la tâche que le vieil homme lui a confiée. Sa mission l'amène à un gratte-ciel imposant, le siège du groupe du Dragon Noir. Il se tient devant l'immense bâtiment, confirmant que c'est le bon endroit. Il pense aux origines du groupe, se souvenant que la société du Dragon Noir était autrefois un gang local qui s'est depuis transformé en une société apparemment légitime. Cependant, il sait qu'ils sont toujours impliqués dans des affaires louches comme le recouvrement de créances et le prêt usuraire. Avec un regard froid et déterminé, il décide de voir par lui-même de quoi ils sont réellement capables. Wang entre dans le hall somptueux du groupe du Dragon Noir. Deux hommes à l'air voyous à un comptoir de réception le confrontent, lui demandant ce qu'il veut. Les mains dans les poches, Wang déclare avec assurance qu'il est là pour recouvrer une dette. Le voyou aux cheveux longs comprend mal, pensant que Wang est un client. Il dit qu'il est au bon endroit car le recouvrement de créances est l'un de leurs services. Wang le corrige calmement, précisant qu'il est là pour recouvrer une dette auprès d'un homme nommé Baldi Liu. Cette déclaration met les deux hommes en colère. Ils exigent de savoir qui est cet idiot et s'il comprend dans quel territoire il se trouve, l'accusant d'avoir un souhait de mort alors qu'ils chargent tous les deux. L'homme aux cheveux longs attaque en premier avec un coup de pied sauvage, mais Wang l'évite avec facilité. L'élan du voyou le fait trébucher à genoux. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Wang lui donne un coup de pied rapide au visage. Voyant son partenaire à terre, le voyou chauve se précipite en avant en lançant un coup de poing. Il subit le même sort que le puissant coup de pied de Wang l'envoie voler. Avec les deux hommes vaincus sur le sol du hall, Wang se tient au-dessus du voyou aux cheveux longs conscient. Son expression est froide alors qu'il demande calmement si l'homme est maintenant prêt à l'emmener voir Baldi Liu. La scène se déplace dans un bureau opulent où Baldi Liu, chef du groupe du Dragon Noir, se détend. Une femme aux longs cheveux violets se penche sur lui intimement. Elle lèche en plaisantant une goutte de vin rouge sur sa poitrine. Il lui demande si c'est bon, et elle répond que c'est très savoureux. Avec un sourire suffisant, Baldi Liu lui dit que si elle aime ça, elle peut en boire plus, promettant de la nourrir jusqu'à ce qu'elle soit pleine plus tard. Elle le traite en plaisantant de coquin. Leur moment est brisé lorsque la porte du bureau s'ouvre en grand. Un homme tatoué nommé Wenlong se précipite, paniqué, et crie que quelqu'un s'est introduit par effraction, enragé par l'interruption. Baldi Liu crie à Wenlong de ne pas frapper, lui demandant s'il ne pouvait pas voir qu'il était occupé. Il déclare furieusement que c'est son territoire et se demande qui oserait faire irruption. Wenlong balbutie, essayant d'expliquer, mais avant qu'il ne puisse finir, un corps traverse la porte en volant. L'homme, l'un des voyous du hall, s'écrase violemment sur le sol devant le bureau de Baldi Liu, laissant le patron et la femme stupéfaits. Son choc se transforme en rage. Baldi Liu se lève d'un bond, sortant un pistolet. Il le pointe vers la porte et crie, exigeant de savoir quel chien a eu le culot d'envahir son territoire. Suivant le voyou, un objet noir traverse la porte en volant. C'est une carte ornée lourde qui s'incruste avec un bruit sourd dans le bureau devant un Baldi Liu stupéfait. Tenant toujours son pistolet, il la ramasse prudemment. Son expression passe de la colère à la terreur pure lorsqu'il reconnaît l'insigne écrit, l'identifiant comme une carte noire de l'association des 10 grands. Depuis le sol, le voyou battu, Wenlong, lève les yeux,
confus, demandant ce qu'est l'association des 10 grands et apprenant qu'il s'agit d'une organisation terrifiante de 10 puissants chefs de la pègre. À ce moment-là, Wangan entre dans le bureau. Il baisse les yeux avec une expression calme et condescendante et remarque qu'il est surpris qu'ils aient même entendu parler de l'association. La vue de Wangan déclenche une réalisation horrifiée chez Baldi Liu. Il crie le titre de 9e jeune maître, comprenant enfin qui est venu le chercher. Sous le choc, il trébuche en arrière, perdant son sang-froid. Alors que Wangan entre calmement dans le bureau, il note qu'il est impressionnant que quelqu'un se souvienne encore de son nom alors qu'il est sorti du monde souterrain depuis de nombreuses années. Sans hésitation, Baldi Liu tombe à genoux, baissant la tête en soumission totale. Il demande quels ordres le 9e jeune maître a pour lui. Dans une démonstration étonnante du changement de pouvoir, le chef de gang agenouillé tend respectueusement un briquet à Wangan, qui allume calmement une cigarette. Tirant une bouffée, Wangan en vient au fait, mentionnant qu'il a entendu dire que Baldi Liu avait récemment saisi une cargaison de marchandises. Paniqué, l'homme agenouillé insiste sur le fait qu'il doit s'agir d'un malentendu. Wangan le regarde avec une expression froide, remarquant qu'il admire son audace d'oser voler à l'association des 10 grands. Tout en feignant la soumission, Baldi lui promet de rendre les marchandises immédiatement. Cependant, il cherche secrètement un pistolet caché dans sa ceinture, se préparant à faire un geste désespéré. Conscient de la tromperie, Wangan reste impassible. Il regarde le chef de gang et lance un avertissement glaçant, demandant s'il a déjà entendu le dicton « Quand la carte noire apparaît, même les dieux et les fantômes se soumettront ». Poussé à un acte désespéré, Baldi Liu se lève d'un bond, pointant son pistolet sur Wangan. Il crie que puisque le 9e jeune maître ne lui donne pas d'échappatoire, il ne faut pas lui reprocher d'être impitoyable. Cependant, avant qu'il ne puisse tirer, Wangan se déplace avec une vitesse impossible. Il lance sa cigarette encore allumée dans les airs. Le minuscule objet frappe le pistolet alors que Baldi Liu appuie sur la détente, déviant le coup. Wangan déclare calmement qu'il n'aime pas qu'on pointe des armes sur lui. La menace neutralisée, Wangan arrache la carte noire du bureau. Il la brandit et fait une proclamation froide déclarant que tous ceux qui avaient déjà pointé une arme sur lui étaient maintenant morts. Dans un seul mouvement fluide, il utilise le bord tranchant de la carte comme une lame la faisant glisser sur la gorge de Baldi Liu dans une frappe mortelle rapide. Le chef de gang s'effondre sur le sol, mort. La scène horrible laisse la femme aux cheveux violets hurler de terreur tandis que le voyou tatoué, Wenlong, fixe sous le choc le corps de son patron tombé. L'agitation attire d'autres membres du gang vers la porte. Ils se figent, criant avec incrédulité que leur patron a été tué. Ignorant le chaos, Wangan attrape un Wenlong terrifié. Il lui présente 2 choix, remettre les marchandises et devenir le nouveau patron, ou remettre les marchandises et rejoindre Baldi Liu dans la mort. Face à cet ultimatum, Wenlong prend sa décision instantanément. Lui et tous les autres voyous baissent immédiatement la tête en signe de soumission, jurant une loyauté inébranlable au 9e jeune maître et désavouant tout lien avec les actions de leur ancien patron. Satisfait, Wangan accepte leur engagement et ordonne calmement à quelqu'un de l'emmener à sa cargaison, sa mission est maintenant terminée. À l'extérieur de l'imposant quartier général du groupe du Dragon Noir, une voiture s'arrête. Chinao sort accompagné d'un voyou en béquille qui est fortement bandé. Le subordonné conseille nerveusement à son patron d'être prudent, l'avertissant que Wangan ne doit pas être pris à la légère. Cependant, Chinao, consumé par la rage, rejette le conseil, déclarant qu'il tuera Wangan aujourd'hui quoi qu'il arrive. Il se précipite vers l'entrée, criant qu'il est là pour voir le patron de la Black Dragon Society. Avec un visage tordu de fureur, il jure que tant que le patron du gang, le vieux Liu, se débarrassera de ce livreur puant pour lui, il est prêt à payer n'importe quel prix. Pendant ce temps, à l'intérieur du bureau, la nouvelle hiérarchie est établie. Wangan se tient devant les membres du gang assemblés et nomme Wenlong comme nouveau chef. Il déclare que Wenlong est maintenant en charge du Black Dragon Group et promet un avenir prospère à quiconque le suit. Les autres membres du gang acceptent rapidement cela, s'adressant à leur nouveau chef avec respect. Juste au moment où le nouvel ordre est établi, Chinao fait irruption dans le bureau en criant après le vieux Liu. Il regarde autour de la pièce, maintenant sous une nouvelle direction, et exige avec colère de savoir où est l'ancien patron. Confrontant le nouveau chef, Wenlong, un Chinao furieux le rejette et insiste sur le fait qu'il est là pour voir l'ancien patron pour une affaire commerciale importante. Derrière le bureau, Wenlong l'informe calmement que le vieux Liu n'est plus là et qu'il est maintenant en charge de la Black Dragon Society. Acceptant le changement, Chinao félicite le nouveau chef et en vient à son offre. Il veut qu'il tue quelqu'un pour lui, et il est prêt à payer 50 millions pour le travail. Intrigué par l'énorme somme, Wenlong demande qui est la cible. Chinao révèle que la personne qu'il veut morte est un simple livreur. Wenlong se moque de la proposition, pensant qu'il est absurde de payer 50 millions pour tuer un simple livreur et disant à Chinao qu'il est venu au mauvais endroit pour une blague. Enragé, Chinao insiste sur le fait qu'il ne plaisante pas. Il explique furieusement que ce livreur l'a battu sans ménagement et a volé sa femme, et pour cela, il doit mourir. Voyant une opportunité lucrative, Wenlong est amusé que son premier grand accord en tant que patron soit arrivé si rapidement. Il dit calmement à Chinao de ne pas s'énerver pour un livreur et accepte de s'en occuper. Chinao insiste sur le fait qu'il doit les accompagner car il sait où habite la cible et veut assister à sa mort.
Wenlong accepte volontiers, promettant de rassembler ses hommes et de régler l'affaire à la satisfaction de Chinao. Avec un geste confiant, il rallie ses hommes, annonçant qu'ils vont tous aider Chinao à se venger. Ses subordonnés répondent avec un oui loyal, frère Long. La scène revient au centre de livraison de nourriture 20 où Wang Gan est retourné à son travail quotidien. Maintenant en uniforme, il est accueilli par des collègues qui ont mentionné qu'il était parti depuis plusieurs jours et que le patron le cherchait. Wang Gan leur dit calmement qu'il verra le patron après avoir terminé quelques livraisons. Il allume une cigarette alors que ses collègues s'éloignent en voiture, lui disant au revoir. Il s'assoit sur sa moto rouge, dégageant une confiance cool. Cependant, alors qu'il conduit, une camionnette noire dévie soudainement et le coupe. La porte latérale de la camionnette s'ouvre et un Kinao enragé émerge, brandissant un lourd tuyau métallique. Il regarde Wang Gan, se vantant qu'il parie qu'il ne s'attendait pas à être retrouvé si rapidement. Debout calmement, Wang Gan regarde son poursuivant vengeur et admet que cette confrontation est un peu inattendue. Aveuglé par la rage, Chinao charge en avant en balançant le lourd tuyau. Il crie qu'il va faire agenouiller et pleurer Wang Gan. Cependant, Wang Gan, avec un calme total, esquive sans effort l'attaque maladroite. Alors que Chinao trébuche, Wang Gan lance sa cigarette encore allumée avec une visée parfaite, l'envoyant directement dans la bouche ouverte de Chinao. La douleur soudaine et le choc ont fait crier Chinao. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Wang Gan le nargue, lui demandant si c'était lui qui voulait s'agenouiller. Il lui assène ensuite un puissant coup de genou à l'estomac, suivi d'un coup de coude brutal dans le dos, en criant qu'il le fera s'agenouiller. La série de coups est trop forte, et Chinao s'effondre sur ses genoux dans l'agonie. Humilié, Chinao crie au chef de gang tatoué, Wenlong, en lui demandant ce qu'il attend et en lui rappelant qu'il n'a pas été payé pour rester là à ne rien faire. Sur ordre, Wenlong et ses subordonnés sortent de la camionnette. Allumant un cigare avec une expression suffisante, Wenlong remarque qu'il est curieux de voir si tous les livreurs sont aussi coriaces que celui-ci. Depuis le sol, Chinao ajoute un ordre cruel, leur disant de ne pas tuer Wang Gan rapidement. Il veut qu'il soit torturé lentement pour souffrir un sort pire que la mort. Wenlong s'approche de Wang Gan et pose une main familière sur son épaule, l'appelant d'un ton condescendant, « ami ». Cependant, au moment où Wang Gan tourne la tête, le sourire arrogant de Wenlong disparaît, remplacé par un choc et une terreur pure alors qu'il reconnaît enfin à qui il a affaire. Réagissant instantanément, Wang Gan demande furieusement qui il pense être pour l'appeler « ami ». Il attrape Wenlong par la tête et lui écrase brutalement le visage sur son propre cigare allumé, le brûlant. Dominant le chef de gang terrifié et blessé, Wang Gan le nargue, lui demandant s'il est devenu arrogant après avoir été le nouveau patron pendant quelques minutes. Serrant son visage brûlé, Wenlong balbutie dans une peur absolue, s'adressant finalement à Wang Gan par son véritable titre, 9e jeune maître. Il s'excuse frénétiquement, jurant qu'il n'aurait jamais osé se présenter s'il avait su à qui il avait affaire. Complètement déconcerté, Kinao rejette le titre utilisé par Wenlong et essaie de lui ordonner d'attaquer Wang Gan. Terrifié de mettre davantage Wang Gan en colère, Wenlong se retourne immédiatement contre son ancien client. Il donne violemment des coups de pied à Chinao en criant que c'est l'idiot qui voulait attaquer le 9e jeune maître. Le coup de pied puissant envoie Chinao voler, s'écrasant douloureusement sur le trottoir. Wang Gan marche sur Chinao battu et lui adresse un dernier avertissement froid. Il lui dit que c'est la dernière fois et que s'il tient à sa vie, il ne le provoquera plus jamais. À travers sa douleur, Chinao balbutie qu'il comprend. Wang Gan ajoute alors une menace plus sévère. Il rappelle à Chinao que Sukui est sa femme et l'avertit de se tenir loin d'elle. Il déclare que cette fois, il ne lui a cassé que la main, mais que la prochaine fois, il ne sera pas aussi chanceux. Pour souligner son point de vue, il écrase sa chaussure sur la tête bandée de Chinao, le faisant crier de douleur. La situation étant gérée, Wang Gan sort son téléphone et se plaint qu'il va encore être en retard. Derrière lui, Wenlong et ses hommes se tiennent silencieusement et respectueusement. Alors que Wang Gan s'apprête à partir, un Chinao hébété se relève difficilement. Ne comprenant toujours pas, il crie à Wenlong, exigeant de savoir pourquoi il n'a même pas pu gérer un livreur. Wenlong se retourne pour faire face à son ancien client avec une expression sombre. Il dit à Chinao que l'homme qu'il appelle un livreur est quelqu'un qu'il ne peut absolument pas se permettre d'offenser, essayant de lui faire comprendre l'immense pouvoir qu'il vient de défier. Continuant ses livraisons, Wang Gan arrive dans un vieil immeuble d'appartements délabré. Alors qu'il descend le couloir sombre et sale en portant un paquet de nourriture, il se dit à lui-même à quel point l'endroit est délabré. Il trouve le bon appartement et frappe à la porte. La porte est ouverte par un homme échevelé avec des cheveux bleus en désordre et un regard menaçant. Wang Gan lui dit professionnellement que le total est de 20 won et lui demande s'il paiera en espèces ou avec un code. L'homme répond sèchement qu'il paiera en espèces. Alors que l'homme cherche de l'argent, l'expression de Wang Gan devient suspicieuse, sentant que quelque chose ne va pas. Sa suspicion se confirme lorsqu'il jette un coup d'œil derrière l'homme dans l'appartement sombre. Il voit une femme terrifiée avec des vêtements déchirés en arrière-plan essayant désespérément de signaler qu'elle a besoin d'aide. Elle est retenue captive. Avant qu'elle ne puisse émettre un son, un autre homme la frappe à la tête, la faisant tomber et lui disant de se taire. Témoin de cela, l'attitude de Wang Gan change instantanément. L'homme aux cheveux bleus essaie de le payer et de se débarrasser de lui,
lui disant avec colère de s'en aller et que ce qui se passe ne le regarde pas. Il claque alors la porte. À l'intérieur, les deux criminels paniquent, réalisant que le livreur a tout vu. L'un demande ce qu'il devrait faire, et l'autre répond sans hésitation qu'il devrait le tuer. Laissé dans le couloir, Wangan met une main sur sa tête en signe de frustration, marmonnant à propos de l'incroyable malchance de tomber sur une telle situation. Ses pensées sont interrompues lorsque la porte s'ouvre à nouveau en grand. L'homme aux cheveux bleus se jette sur lui avec un couteau, prêt à attaquer. Un Wangan surpris mais prêt demande s'ils vont vraiment essayer de le tuer.